Valérie Marco, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière en soins palliatifs au CHU de Montpellier. Je vous remercie pour ce temps d'échange. Comment êtes-vous arrivée aux soins palliatifs ? Est-ce que c'est un choix ? Oui, un choix, peut-être une affinité qui s'est fait tout au long de ma carrière. Il y a 35 ans cette année que je suis infirmière. Et j'ai toujours eu une approche dans ma profession beaucoup plus relationnelle que technique. J'avais une appétence plus pour effectivement l'accompagnement que pour des soins très techniques. Ce qui m'a amené assez rapidement à faire de la médecine interne, de la gériatrie, du libéral, bien sûr avec un support technique important, mais avec un besoin de rencontres et de liens. Toute ma carrière, ce qui m'a suivi, c'est l'accompagnement des personnes en fin de vie qui mouraient de leur maladie. J'ai fait très longtemps sur le CHU de Bordeaux de l'accompagnement de patients SIDA. Dans le début de ma profession, cette approche-là m'a beaucoup questionnée au-delà de ma place d'infirmière et de technicienne, de ce que je pouvais amener pour aider ou traiter ces patients. C'était aussi l'accompagnement dans la globalité de la personne. Qu'est-ce qu'elle était, cette personne ? On était face à des personnes qui étaient souvent vraiment rejetées de leur milieu familial, exclues un peu de ce cercle, avec soit une marginalité, soit pas, mais qui s'étaient construit une autre vie en parallèle de ce que les proches ou les familles attendaient d'eux. Et donc avec cette maladie qui arrivait, qui était très agressive et qui détruisait tout et qui était très culpabilisante. Donc des choses très violentes. Déjà ça m'a beaucoup marqué dans l'accompagnement. Et puis c'est vrai que j'étais plus sensible. Mes collègues plaisantaient souvent en me disant quand il y avait quelqu'un qui décédait, alors c'était une façon de plaisanter comme on peut plaisanter dans un service de soins quand on accompagne des gens gravement malades et qui vont mourir. Mais quand je revenais d'un jour de repos ou de deux, je disais monsieur untel, madame untel, est-ce qu'il est encore là ? Comment ça s'est passé ? On me disait toujours oui, tu sais bien qu'il t'attend, de toute façon il va mourir avec toi. Et c'est vrai que souvent j'étais là au moment du décès. Un hasard, j'en sais rien, mais en tous les cas, quelque chose qui peut-être aussi parce que il y avait quelque chose où ça ne me gênait pas et je pouvais soutenir mes collègues qui étaient plus en difficulté par rapport à ça. Et ce lien, vous l'avez retrouvé aussi dans les soins palliatifs ? C'est justement quand j'ai réintégré l'hôpital au CHU de Montpellier, j'ai découvert le fonctionnement d'une équipe mobile de soins palliatifs puisque j'étais en gériatrie et l'équipe mobile de soins palliatifs intervenait. Et là, il y a eu quelque chose vraiment qui m'a interpellée sur les soins palliatifs et je me suis dit là, il y a quelque chose qui est proche de ma pratique professionnelle, dans tous les cas de ce que j'ai toujours voulu être en tant qu'infirmière. Donc je me suis renseignée et là je me suis inscrite au diplôme universitaire et c'est là que j'ai commencé à mettre un pied dans les soins palliatifs, voilà. Et puis à un moment donné, donc c'était en 2012 plus précisément, la cadre de l'époque qui avait créé l'unité fixe avec le docteur Chevalier que j'avais eu en formation, m'avait un peu repéré entre guillemets en tous les cas et est venue me solliciter en me proposant un poste quand il y a eu un poste de vacant. Voilà, elle a perçu en tous les cas que ça me correspondrait. C'est comme ça que je suis arrivée en soins palliatifs. Et par contre, en arrivant en soins palliatifs, j'ai vraiment su que c'était là où je finirais ma carrière. Je savais que c'était ça ma façon de travailler et ce que je voulais faire et que pour moi c'était là où j'étais le plus infirmière. Quel est le profil ? Quelles sont les qualités que l'on retrouve quand on est soignant en soins palliatifs ? Parce que j'imagine que tous les soignants ne peuvent pas travailler dans ce service. Non, je pense qu'on ne peut pas tous, mais je pense que on a quand même tous une base commune, c'est-à-dire qu'on soit soignant en réanimation, aux urgences ou en soins palliatifs, notre base commune c'est la bienveillance et l'envie d'aider les autres et de les accompagner. La différence quand on est plus attiré vers une prise en charge palliative, c'est arriver à se détacher de la technique et des compétences qu'on peut avoir en technique, c'est-à-dire les utiliser, mais ne pas les mettre en avant pour être à la rencontre d'un patient, mais savoir aussi pousser une porte et se laisser rencontrer. Le choc des rencontres de ces patients à Bordeaux m'a beaucoup bougé sur ces représentations et me dire qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je rencontre une personne avant tout et pas un malade. Et peut-être que c'est ça qui fait peut-être un peu la différence, en tous les cas l'écart, parce que en rien je ne veux sous-estimer le travail de mes collègues qui sont en dehors des soins palliatifs, mais peut-être que c'est ça qui fait un peu la différence en tous les cas au départ. Est-ce que vous arrivez, une fois que vous passez la porte de l'hôpital, à mettre
un peu à distance le service, votre quotidien, pour reprendre votre vie? C'est dur. Quand on est effectivement dans des services comme celui-ci, oui, c'est dur parce qu'on ne peut pas ne pas amener un petit peu dans un bout de sa tête les situations qu'on a vécues. Je lis dans le tramway, je me déconnecte, je me réfugie dans autre chose pour pouvoir arriver chez moi en étant dans autre chose, en étant dans mon livre, en étant dans un podcast, en étant dans de la musique, en étant dans quelque chose qui m'efface un petit peu ma journée et qui me permet de me mettre dans mon autre journée ou dans mon autre posture de maman, de mamie, d'épouse et de changer de regard un petit peu. J'avoue que ce qui a été plus dur et que je commence à peine à modifier, c'est que déjà quand on est infirmière, je pense que c'est prenant, mais en arrivant en soins palliatifs, c'est encore plus marqué. C'est d'arriver à fonctionner et de vivre en n'ayant pas en permanence cette notion de mortalité, qui est beaucoup plus présente que quand on est dans la vie de tous les jours, où on l'a, mais comme on dit tous, on l'a, mais on l'oublie et on est obligé de l'oublier pour fonctionner, sinon on est morbide et ça ne fonctionne pas. Et là, on est un peu confronté, peut-être un peu trop. Voilà, et cette difficulté aussi d'arriver à fonctionner, de se dire, tu vois, oui, la vie, c'est pas que des gens malades, des gens qui vont mourir. C'est difficile un petit peu de faire à la part des choses parce qu'on a l'impression que finalement, on ne vit que pour accompagner des proches et des patients qui sont en train de mourir. Donc ça, c'est un peu compliqué. Si vous êtes d'accord, je voudrais qu'on passe un petit peu plus dans le cadre de votre métier et parler un petit peu de ce projet de loi qui se profile, dans lequel il y a tout un volet sur les soins palliatifs. Ce projet de loi propose de le renforcer. Est-ce que il vous manque à l'heure actuelle des outils ou des moyens pour faire en sorte que les personnes qui sont en fin de vie, qui sont dans votre service, puissent avoir une fin de vie la plus agréable possible? Les soins palliatifs, la difficulté, c'est qu'effectivement, la spécificité qu'on en a, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais se préoccuper d'ouvrir un lit d'unité de soins palliatifs, c'est pas la priorité d'un CHU aujourd'hui, comparé à une unité de greffe en hémato, un service de cardio de pointe. On peut pas se battre contre la notion de productivité qui est rentrée dans le soin depuis plusieurs années. Pour moi, c'est une vraie problématique. Cette notion de rentabilité, quand on parle que la santé doit être rentable, qu'un hôpital doit être rentable, que la sécurité sociale est en déficit, tous ces termes-là, en fait, c'est des choses qui sont un non-sens. Donc, à partir de là, au milieu, vous êtes là, vous ne rapportez pas d'argent, au sens où ce fonctionnement-là et ces besoins-là le souhaiteraient. Et donc, au milieu de ça, un service comme aujourd'hui sur le CHU, quand vous me demandez comment ça pourrait fonctionner, moi aujourd'hui, je suis à l'équipe mobile, mais par exemple, on vient d'avoir le remplacement d'une collègue infirmière qui est en arrêt maladie depuis plus de 2 ans et qui a jamais été remplacée. Donc déjà, fonctionner avec les personnes qu'on devrait être, déjà ça serait bien. Ça nous donnerait aussi des capacités, de l'énergie. Quand on est 4 infirmiers, on le supporte un peu mieux que quand on n'est que 3 ou quand on n'est que 2, comme on a pu l'être pendant plusieurs mois. Ça, c'est un exemple. Mais quand vous êtes sur une unité de soins palliatifs, comme aujourd'hui sur le CHU de Montpellier, qui n'a toujours que 6 lits depuis son ouverture, depuis 2007, alors qu'on est un CHU, où il y a beaucoup de centres référents sur l'hôpital qui font qu'on reçoit des patients d'un peu partout, et même en soins palliatifs, parce que ces patients sont accueillis soit pour mourir avec nous, soit pour être pris en charge au niveau de plein de douleurs avant de pouvoir rentrer chez eux. Donc 6 lits, en fait, c'est dérisoire. Et puis ça veut dire aussi 6 lits durant lesquels il faut regarder le taux d'occupation. Ça veut dire que derrière, dès qu'on accueille quelqu'un, il faut penser à savoir est-ce qu'il va mourir, où est-ce qu'il va aller, si au bout de 3 semaines, un mois. Une mathématique. Vous voyez, ça déjà, en fait, si les soignants n'avaient pas cette pression de se dire, si notre collègue assistante sociale, elle n'avait pas la pression de se dire, il faut que je trouve dès que quelqu'un arrive, il faut que j'anticipe de savoir s'il sort, comment il va pouvoir sortir. Là, ça fait 3 semaines, ça va faire un mois, ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Ça commence à faire long. Oui, donc ce projet de loi, finalement, il répond pas à vos Pas besoins. Du tout, mais pas du tout. Si ce n'est avec la création
d'entités intermédiaires entre le domicile et l'hôpital, mais ça aussi, ça va demander... Alors avec ces maisons de vie, mais pour l'instant, ces maisons de vie, ça va représenter quoi 1, 2, 3, et puis, sur quel puis une par territoire région, une par département. Enfin, moi, je suis aveyronnaise et aujourd'hui, sur l'Aveyron, vous avez une unité de soins palliatifs qui se trouve à Rodez, qui est l'hôpital central à l'Aveyron. Et c'est tout. Quand vous êtes à Millau, quand vous êtes au sud, voilà, vous arrivez, quand on parle d'accompagner les gens, de les accompagner sur leur fin de vie pour les rapprocher de la famille, qu'est-ce qu'on impose aux gens? De venir, d'être dans un hôpital à 200, 300 kilomètres. Même quand on est à Millau, on dit, Millau-Rodez, c'est pas très loin. Oui, effectivement, c'est 70 kilomètres. L'hiver, 70 kilomètres sur des routes nationales. Enfin, c'est compliqué. Il peut y avoir des bus, mais en tous les cas, pas quelque chose qui va rendre possible un accompagnement correct pour que quelqu'un se sente en sécurité, proche de sa famille, proche des soins et en même temps en étant hospitalisé. Et donc, qu'est-ce que propose cette loi? Oui, de créer des choses en plus, d'avoir créé des organismes qui vont contrôler qu'on puisse couvrir le territoire, qui vont demander à certains médecins d'intervenir sur des territoires pour ne pas qu'il y ait de zones blanches, les fameuses zones blanches politiques. On a décidé qu'on allait mettre une infirmière à tel endroit, parce que finalement, elle fera de la coordination et ça va enlever la zone blanche. Mais qu'est-ce que ça représente? Enfin, on est encore une fois complètement décalé de la réalité. Quand on parle de soins palliatifs et d'accompagnement, on parle d'êtres humains qui rencontrent d'autres êtres humains et qui leur disent « on est là et on va vous accompagner ». Pas des mathématiques qui leur disent « mais vous avez un annuaire et vous pouvez téléphoner ». Vous avez fait référence au deuxième volet de cette loi qui vise donc l'accessibilité à l'aide active à mourir. Est-ce que votre crainte ne serait pas que la solution pour la fin de vie, finalement, ce soit de plus pratiquer l'aide active à mourir que de soins palliatifs? C'est plus qu'une crainte. Alors, en plus, mes orientations politiques étaient orientées vers une classe politique qui aujourd'hui défend ces lois. On est en train de créer une loi et une solution par défaut pour les gens. C'est-à-dire que demain, les gens qui ne pourront pas avoir accès à des soins palliatifs, parce qu'il y en a déjà plein sur le territoire. On sait aujourd'hui que c'est à peu près 2 personnes sur 3 qui pourraient en bénéficier, qui n'en bénéficient pas. Et donc, ça veut dire que demain, ça sera plus facile d'avoir accès à une aide à mourir, une euthanasie pour le parlons clair, parce qu'à force de pas dire les vrais mots, voilà. Ça sera plus facile pour eux d'obtenir ça, que d'obtenir une place dans un service de soins palliatifs, que d'obtenir un passage d'une équipe mobile ou d'un réseau, ou d'obtenir une HAD ou des infirmières libérales qui vont pouvoir vous accompagner à la maison si vous souhaitez mourir à la maison. On est en train de réduire tous les soins, de réduire le remboursement des soins, de réduire la prise en charge. Et on veut réduire le territoire, on veut imposer quelque chose aux médecins. Et en même temps, en parallèle, on ferme des services entiers de proximité, comme on a fermé des maternités. On laisse des services de gériatrie et encore. On ferme aussi des lits de long séjour, on ferme les EHPAD. Le privé se développe encore une fois, mais le public diminue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester? On le voit bien, les gens qui veulent rester à la maison aujourd'hui, ils sont de plus en plus obligés de payer de leur poche pour avoir droit à une présence humaine, d'avoir quelqu'un qui puisse venir. Les infirmières aujourd'hui, elles n'ont déjà pas le temps de faire du nursing, donc elles peuvent très difficilement accompagner des gens en fin de vie. On demande aux gens de se décharger et de payer des auxiliaires de leur poche qui pourraient se substituer pour faire des toilettes, pour prendre en charge un aidant. Ça déshumanise le patient et le soignant. Tout à fait, tout à fait. Et puis surtout, le signal qu'on envoie aux patients, c'est que, écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous coûtez cher à la société. Donc il faut aussi un peu que vous vous débrouillez par vous-même.
Et donc, vous n'avez pas les moyens de rester chez vous. Vous n'avez pas les moyens de payer quelqu'un qui va venir vous faire vos courses, qui va venir vous aider à manger au moment des repas, qui va venir vous aider à vous laver. Écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'effectivement, cette vie-là, elle est peut-être pas digne pour vous. Donc, voilà, tenez. Vous avez certainement déjà recueilli le souhait de certains de vos patients d'en finir parce que trop de souffrance ou trop d'isolement ou trop de poids. Comment, jusqu'à présent, vous répondiez à ces demandes-là ? Toujours par l'écoute. Quand on entend des choses dans les débats qu'il y a eu, moi, je suis toujours très, très surprise de me dire que on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez des patients qui font ces demandes-là, et on en a effectivement régulièrement, on a encore une dame avant-hier, une dame de 82 ans, parce qu'elle disait qu'elle voulait en finir et qu'on l'aide. Elle voulait voir les soins palliatifs pour qu'on l'aide à mourir. Et en fait, on se retrouve face à une dame qui explique sa souffrance, qui explique le fait qu'elle n'a jamais été entendue depuis 20 ans qu'elle est malade et qu'elle a subi beaucoup de choses de la part de la médecine, qui l'a beaucoup aidée, qui l'a sauvée par moments, mais qui maintenant ne l'écoute plus. Elle devient un peu un objet de soin. Donc elle n'est pas écoutée dans sa souffrance. Et nous, ce qu'elle nous a dit, j'ai pas d'autre solution que de vous demander de m'aider à mourir. Parce que je veux pas qu'on me propose de m'alimenter de façon artificielle. Je veux pas continuer à vivre comme ça. Et là, aujourd'hui, on a encore la possibilité de lui dire, mais on vous écoute, on entend cette souffrance. On ne vous aidera pas à mourir. Par contre, on peut vous aider à ne pas être maintenu en vie absolument. Et on peut vous aider à continuer à vivre ce que vous avez à vivre, mais en respectant ce que vous voulez et dans un confort qui est différent. Parce qu'elle nous a dit, quand on lui a dit, mais on vous aidera pas à mourir, on peut vous aider à ne pas avoir des choses qui vous maintiennent en vie. Et la première réaction qu'elle a eue, et qui est très juste, et je pense que c'est ce que dit la société aujourd'hui quand on dit qu'on veut une solution pour être aidé à mourir. Elle nous a dit, mais alors, si je dis que je veux plus les traitements, mais je vais mourir en souffrant. Et c'est là qu'on lui a dit, non, c'est pas absolument pas une obligation, c'est notre devoir. Et la médecine, elle se doit de répondre à ça. Et tout à l'heure, vous m'avez posé la question de la loi aujourd'hui telle qu'elle est faite, et la loi Claes-Leonetti notamment, avec le droit qui était déjà cité avant, mais qui a été renforcé sur le droit du patient à refuser des traitements, de poursuivre ou d'avoir des traitements qui le maintiendraient en vie de façon artificielle, je trouve que justement elle est très juste cette loi, parce qu'elle permet aussi, c'est possible, ces écoutes, mais c'est possible avec ces curseurs qui, pour un patient qui est malade et qui arrive au bout de quelque chose, le curseur il va bouger dans la journée, dans la semaine, dans ce qu'il ressent, en fonction des émotions, en fonction des gens qu'il a rencontrés. Et donc, il peut être aujourd'hui dans dire, là, j'en peux plus, je suis arrivé au bout, et 2 heures après, vous dire, j'ai envie d'aller, dans 15 jours, il y avait un anniversaire et j'aimerais bien être au restaurant avec mes proches. Il a le droit de dire ça, on a le droit, et nous, on entend ça, on entend cette variation et ce fait qu'on entend ces souffrances. Demain, s'il y a une loi qui dit c'est blanc, c'est noir, on allume le bouton ou on l'éteint. Comment on va vivre ça? Comment vous projetez avec Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire que moi, je me dis aujourd'hui que finalement, j'ai la chance d'être en fin de carrière parce que je ne pourrais pas être confrontée à ce genre de choses. Voir des gens qui vont mourir par défaut, pour moi, c'est pas acceptable. C'est pas une société qui prend soin de ces personnes. C'est pour ça que je suis aussi très blessée au niveau de ma perception de la société, du collectif pour lequel je me suis toujours battue. Moi, je suis athée. Je n'ai pas de religion et je trouve que c'est important de le dire parce que souvent on nous a trop accusé que on était très rigide dans notre façon de dire on ne veut pas cette loi parce qu'on était tous des religieux intégristes qui ne voulaient pas pratiquer l'euthanasie. Et moi, ça m'a beaucoup révolté ça et ce fonctionnement et on est nombreux en soins palliatifs à être révoltés par ça. Et une société qui renvoie aux gens qui disent « Moi, aujourd'hui, je trouve plus de sens, je suis un poids pour les autres, je veux mourir. » Une société qui lui renvoie « Ben oui, tu as raison, donc je vais t'aider à mourir. » Pour moi, c'est pas la société que je veux. Ni pour moi, ni pour mes enfants, ni ce que j'aurais voulu construire. C'est une aberration, cette société qu'on est en train de créer. Je nie pas du tout la souffrance des gens qui sont dans cette demande. Je dis simplement que moi, en tous les cas, mon expérience, les gens qui se battent aujourd'hui pour avoir ces lois-là ne sont pas les mêmes. J'ai souvent entendu dans les débats des gens qui disent aujourd'hui, je suis en bonne santé, je ne veux pas mourir malade ou vieux.
Je veux pouvoir mourir avant, je veux avoir le choix de ma vie. Oui, donc le débat a été déplacé. Et le débat a été complètement déplacé. On met les patients en souffrance, on met des équipes des soignants en souffrance parce qu'on va leur demander de se positionner, ceux qui vont être d'accord de le faire, ceux qui seront pas d'accord de le faire. Donc les tensions que ça va créer dans les équipes, dans le fonctionnement, dans ce que ça va impacter, dans un univers où aujourd'hui on n'a pas assez de soignants. On va demander à des gens qui sont motivés parce que moi j'ai la chance de me dire je vais m'arrêter. Et c'est très bien, mais ceux qui vont rester, qui sont comme moi, comment ils vont pouvoir continuer à travailler? Même si je ne fais pas moi-même un acte, je ne pourrai pas continuer à être dans un service où potentiellement on va le faire et on va le pratiquer. Donc comment on va faire? Comment on met tout ça en souffrance pour au final, de toute façon, et on le voit déjà, ces gens qui disent moi je veux décider de ma propre vie, de ma propre mort, ne pas être satisfaits parce qu'ils vont demander que ça aille encore plus loin, que les curseurs s'ouvrent encore plus et qu'au lieu que ce soit des gens malades en train de mourir, on va mettre des gens qui sont déprimés, des gens qui sont un peu âgés, des gens qui etc. etc. Et ça c'est pour moi c'est grave et ce que je dis souvent c'est que là où on ne fait pas on rencontre pas les mêmes personnes, c'est que moi je rencontre des gens tous les jours qui vont mourir et qui voudraient vivre. Et là on me parle de gens qui sont vivants et qui ne sont pas malades et qui veulent mourir. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, même les débats, on ne parlait pas de la même chose. Et donc, on a forcément une loi qui aboutit à quelque chose qui ne répond absolument pas aux besoins des patients et des souffrances et répondre aux souffrances des patients. Merci beaucoup, Valérie, je suis désolée, ce temps d'échange. Je vous en prie, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes infirmière en soins palliatifs au CHU de Montpellier. Merci.